BFM Business, la librairie de l'écho. Les livres d'hier et de demain. Bonjour Stéphanie. Bonjour Emmanuel. Alors, en quelle année arrête-t-on notre machine à voyager dans le temps? Eh bien, cette semaine, on s'arrête en 1860. C'est l'année où Jules Verne écrit Paris au XXe siècle. Oui. Un roman d'anticipation dans lequel il imagine la vie dans la capitale en 1960. Ah oui. Le manuscrit a été retrouvé en 1992. Seulement? Par son arrière-petit-fils. Il était alors au fin fond d'un coffre-fort. Il a été retrouvé lors d'un déménagement. Et c'est pourquoi il n'a été publié pour la première fois qu'en 1994. Bon, allez, racontez-nous un petit peu qui est Jules Verne, si c'est nécessaire, mais quand même. Oui. Alors, grand écrivain français, né à Nantes en 1828. Une grande partie de son œuvre est consacrée aux romans d'aventure et de science-fiction. Après des études de droit, il se consacre au théâtre et devient ensuite agent de change. Il rencontre Pierre-Jules Hetzel, celui qui deviendra son éditeur. Oui. Il commence avec 5 semaines en ballon, publication qui marque le début d'une aventure éditoriale qui va durer 40 ans, 63 romans. Jules Verne a 32 ans quand il écrit Paris au XXe siècle. C'est une œuvre de jeunesse, hein. C'est une œuvre de jeunesse. Qui a été retrouvée tard, mais c'est une œuvre qu'il écrit quand il est jeune. Exactement, il propose le manuscrit à son éditeur, qui le refuse, considérant qu'il n'est pas à la hauteur de son talent, et d'ajouter: mon cher Verne, fussiez-vous prophète, on ne croira pas aujourd'hui en votre prophétie. Alors justement, quelle est cette prophétie? Qu'est-ce qu'il nous dit dans ce livre? Alors, Paris au XXe siècle raconte l'histoire de Michel, jeune orphelin de 16 ans, une sorte d'avatar de Jules Verne en fait, poète et artiste dans l'âme. Michel est fraîchement diplômé du Grand Prix de vers latin, mais moqué par tous. Pourquoi? Parce que à Paris en 1960, l'art et la littérature sont méprisés et la science et la technique triomphent. Ah ouais. On suit donc les tribulations de ce jeune Michel qui veut être artiste à l'époque où l'art est mort. Son oncle tuteur lui explique que le premier devoir de l'homme, eh bien, c'est de gagner de l'argent. On ne lui demande pas de talent, mais des capacités. Pour travailler, il faut être un homme pratique, donc industriel, financier, commerciant ou bien fonctionnaire. Jules Verne prédit qu'il y en a 10 millions en 1960 en France. C'est fort. Pas mal, hein, quand même. Pas mal. Finalement, son oncle l'embauche dans sa banque. Ouais. Et là, Michel découvre des machines à calculer dans des bureaux kafkaïens. Ah oui. Des machines à calculer qui ressemblent à des pianos. Il dit, en pressant les touches du clavier, on obtient instantanément des totaux, des restes, des produits, des quotients, des calculs d'amortissement et d'intérêt composés. Les machines sont partout présentes. Et alors, le paysage, Paris, les rues de Paris, ça ressemble à quoi à l'époque? Comment il nous les décrit? Il décrit un Paris fortement industrialisé déjà, avec des trains métro roulant à l'air comprimé sur des voies aériennes, des voitures à hydrogène, une autoroute maritime entre Paris et Rouen. Déjà, il parle de l'augmentation du trafic, de la pollution. Non. Il dit à 10 lieues autour de Paris, il n'y a plus d'atmosphère. Ah oui. Fort quand même. C'est aussi déjà un Paris surpeuplé, les loyers sont déjà très chers et du coup les plus pauvres vivent dans la périphérie. Les nations européennes, elles, ont supprimé l'État militaire, on ne se bat plus pour l'honneur mais pour l'argent et les militaires justement sont considérés comme des pillards. Ouais. Quant au journalisme, eh bien il n'existe plus. Plus personne ne croit ce que disent les journaux. Les élections ne passionnent plus personne et les fils de députés succèdent à leur père. Et au-delà du paysage, concrètement, la vie quotidienne du Parisien, de la Parisienne à l'époque, elle ressemble à quoi? C'est une société où tout le monde s'enrichit, excepté le corps et l'esprit finalement. On mange vite, par exemple, mais sans conviction. L'important, ce n'est pas de se nourrir, mais bien de gagner de quoi se nourrir. La musique n'est pas chantée, mais hurlée. Il dit, les chanteurs hennissent, glapissent, hurlent, braient. L'amour et la famille n'existent plus. On n'est pas obligé de le suivre sur la nourriture, par contre sur la chanson, c'est quand même pas faux. Oui, c'est assez vrai. On peut le reconnaître. Le mariage est devenu inutile, le besoin de s'enrichir a pris le dessus. Quant aux femmes, eh bien, les femmes, parlez-nous des femmes. Il y a tout un chapitre sur les femmes. Parce que là, c'est quand même incroyable. Et c'est assez bluffant. Ouais. Il dit, les femmes sont devenues masculines, elles ne valent plus ni le regard d'un artiste, ni l'attention d'un amant. Et pan. C'est assez cinglant. Leur rôle est réduit à la procréation et il imagine qu'on finira par les remplacer par des machines à air comprimé. Ah bon?
Il dit: la femme la plus parfaite d'entre toutes, la parisienne, était autrefois une créature charmante et sans rival au monde. Elle réunissait en elle les vices les plus parfaits et les plus vicieuses perfections, étant femme dans toute l'acceptation du mot. Seulement voilà, la caressante démarche de la parisienne, sa tournure gracieuse, firent bientôt place à des formes longues, maigres, arides, décharnées, émaciées, efflanquées. La française est devenue américaine. Elle parle gravement d'affaires grave, elle prend la vie avec raideur. La France a perdu sa vraie supériorité. Ces femmes, au siècle charmant de Louis XV, avaient efféminé les hommes, mais depuis, elles ont passé au genre masculin et ne valent plus ni le regard d'un artiste, ni l'attention d'un amant. Vraiment étonnant, ce Paris de 1960 vu par Jules Verne. Merci Stéphanie.